beaucoup de gesticulation de la part des médias mainstream. On est loin, je crois, d'effleurer, d'approcher seulement la vérité. Je dirais qu'il faut d'abord se rappeler que ce conflit ne date pas d'il y a quelques semaines, ou la crise ne date pas d'il y a quelques semaines comme on voudrait nous le faire croire. La crise immédiate prend sa source en 2014 avec le coup d'État du Maïdan. Ça, c'est vraiment le point de départ où l'on assiste à un coup d'État très clairement soutenu par les Occidentaux, et notamment par Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, je crois, au département des Affaires étrangères des États-Unis, qui a revendiqué sur la place du Maïdan, ça a été enregistré et clairement démontré, que les États-Unis avaient dépensé de son propre aveu plus de 5 milliards de dollars en l'espace de 20 ans pour préparer ce coup d'État. Donc c'est véritablement cette date historique initiale qui voit le début de cette crise de l'Ukraine contemporaine, où un régime, comment dirais-je, fantoche, prend littéralement la place d'un régime certes contestable, certes corrompu, certes critiquable par beaucoup d'aspects, mais qui avait néanmoins l'avantage d'être un régime démocratiquement élu et reconnu, y compris par la communauté internationale. Tous les gouvernements qui se sont succédés à Kiev depuis 2014 sont issus d'un coup d'État et de ce point de vue sont illégitimes, si ce n'est illégaux. Donc c'est véritablement le socle juridique sur lequel s'appuient les Russes pour contester la légitimité du régime de Kiev. Mais ça, c'est une approche, une vision historique récente. Je crois que si l'on veut vraiment comprendre les soubassements, les racines profondes du conflit qui a lieu en Ukraine aujourd'hui, il faut remonter un peu plus avant, et notamment donc à la guerre en Syrie, car ces deux guerres, malgré les apparences et le contexte géographique éloigné, ces deux guerres sont liées, car elles sont les mêmes protagonistes. Et la guerre en Syrie qui préexistait au conflit en Ukraine, c'est là aussi la volonté des puissances anglo-saxonnes, qui sont à la manœuvre, d'occuper le terrain sur ce que le géographe et géopoliticien Alfred Mackinder avait baptisé le Rimland, c'est-à-dire cette immense zone terrestre qui englobe ce qu'il appelle le Heartland étant incarné par la Russie et le Rimland étant toutes les zones qui sont dans la circonférence de ce Heartland. La Syrie fait partie du Rimland et c'est une zone de contestation, une zone de conflit sur laquelle les anglo-saxons voulaient créer de l'insécurité ou de la distorsion pour contribuer à affaiblir la barrière protectrice de la Russie. Et donc c'est la raison pour laquelle en 2011, la Syrie a fait l'objet de ces attaques à la suite des printemps arabes que l'on a vus en Libye ou sur tout le littoral méditerranéen. Mais tout cela participe d'une même guerre que les anglo-saxons continuent à faire pour encercler la Russie et la faire tomber, parce que la Russie représente à leurs yeux le dernier pays sur le continent européen qui résiste à leur hégémonie. Tous les autres pays, si l'on veut bien être objectif, tous les autres pays de l'Europe occidentale et maintenant de l'Europe centrale et orientale sont tombés dans leur escarcelle, sous leur hégémonie. Il ne reste plus que la Russie qui résiste à leur volonté d'asservissement, et c'est la raison pour laquelle tous les moyens, je dis bien tous les moyens, militaires, politiques, financiers, économiques, culturels, sont employés par l'oligarchie anglo-saxonne afin de faire tomber la dernière capitale qui n'est pas entièrement entre leurs mains. Et c'est vraiment cela dont il faut prendre conscience, c'est que l'Ukraine, véritablement, est une terre russe fondamentalement, et nombre d'Ukrainiens le reconnaissent. Et j'ajouterai en outre que le conflit, aux yeux de beaucoup d'Ukrainiens et beaucoup de Russes, est d'autant plus absurde qu'en Russie, il y a des dizaines de millions de familles qui ont en leur sein un cousin, un oncle, un père, un frère qui est de nationalité ukrainienne, et encore aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs qu'au tout début du conflit, dès 2014-2015, quand la situation est devenue très difficile pour les russophones d'Ukraine, sur le plan économique et sur le plan des menaces que faisaient peser sur eux les extrémistes du régiment Azov et de leurs affidés, plus de 3,5 millions d'Ukrainiens russophones ou ukrainophones d'ailleurs, ont quitté l'Ukraine pour aller se réfugier dans leur famille en Russie. Et ça, ce n'est jamais dit. Donc on ne peut pas véritablement parler d'antagonisme entre des pro-russes et des pro-ukrainiens. Le conflit est beaucoup
beaucoup plus complexe que ça, la nature est beaucoup plus complexe que ça, et la réalité, c'est que le pouvoir ukrainien qui s'est installé à Kiev en 2014 est en fait infiltré par l'oligarchie anglo-saxonne. Là encore, c'est documenté. Nous savons qu'il y a aujourd'hui même, là, pendant le conflit en cours, nous savons qu'il y a des conseillers américains qui tiennent les organes clés, du moins pendant encore quelques heures ou quelques jours, qui tiennent encore les organes clés du pouvoir exécutif du régime de Kiev. D'autant que depuis 2007, cette pression est allée crescendo avec l'installation de batteries de missiles, soi-disant antimissiles, dans les deux pays que sont la Roumanie et la Pologne. Or, on sait aujourd'hui que technologiquement, ces systèmes de lancement de missiles antimissiles peuvent parfaitement servir de vecteurs à des armes balistiques, conventionnelles ou nucléaires. Et avoir en Pologne et en Roumanie des systèmes d'armes qui peuvent toucher Moscou en l'espace de quelques petites minutes, c'est une menace inacceptable pour la sécurité de la Russie. Donc sur le plan strictement militaire, il est évident que l'OTAN, et ça personne d'honnête et d'objectif ne peut nier, l'OTAN, que ce soit à travers les pays baltes, ou la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie maintenant, qui est tombée également dans le camp occidental, tous ces pays font peser une pression militaire qui aujourd'hui, en termes de capacité de survie dans une guerre nucléaire, serait absolument dramatique pour la Russie si les armes nucléaires étaient installées. Elles sont en phase de l'être. De même en Ukraine, même si ce pays ne pouvait pas aujourd'hui adhérer à l'OTAN pour toutes les raisons juridiques que l'on connaît, notamment par le fait que la guerre dans le Donbass interdisait l'adhésion juridique à l'OTAN en tant que telle, il n'en demeure pas moins que, de manière officieuse, l'OTAN était en train de s'installer en Ukraine, y installer des bases, sans aucun accord valide sur le plan juridique, mais l'OTAN était en train d'occuper progressivement l'Ukraine, et l'Ukraine est à la porte de Moscou. Donc toutes ces conditions, toutes ces installations absolument en violation du droit international ont fait que la Russie a menacé de réagir pendant de nombreux mois. Et à partir du moment où elle n'a pas eu de réponse à ces questions et à ces demandes, elle est entrée en action pour protéger son immédiat proche et faire en sorte que la menace militaire recule. C'est ce qu'elle a fait donc avant-hier, donc en déclenchant cette opération militaire qui a consisté à neutraliser l'Ukraine, ce sont les termes qui sont employés, désarmer l'Ukraine, et donc en fait de la neutraliser littéralement pour qu'elle ne constitue plus une menace à ses frontières. La Russie aujourd'hui a la capacité militaire pour faire reculer l'OTAN à une distance raisonnable de sécurité. Je pense que c'est dans cet esprit que les Russes travaillent. Ils s'en sont donné les moyens. Les Russes sont des gens pragmatiques et intelligents. Et aujourd'hui, donc, ils ont estimé que c'était le bon moment pour faire reculer l'Occident, qui ne veut pas entendre raison sur le plan juridique. Donc, ils ont mis en place cette stratégie de reflux de la puissance occidentale jusqu'à une distance raisonnable de ses frontières. Et ils veulent, sur le plan strictement militaire, revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la situation que connaissait le monde, dans un relatif équilibre, dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique.